Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Merci de nous rejoindre sur Info TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission Le Débat, votre programme espace horaire 10h, 11h52 sur Info TV. Ce vendredi 19 juin 2020, la rubrique Actualité s'intéresse à la fin du séjour de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Barlerin. Et pour les deux thématiques du jour, la première est consacrée à la réouverture des frontières camerounaises, notamment la reprise des vols commerciaux. Est-ce un impératif alors que le coronavirus continue de sévir? Et à l'international, nous essaierons de comprendre ce phénomène de destruction des statues qui a de plus en plus droit de cité en France, aux États-Unis, entre autres. Nos deux consultants sont déjà confortablement installés dans ce studio. Je les accueille d'ailleurs à l'instant. Bonjour, Patriarche Biloa ici. Bonjour, madame. Bonjour à mon brillant copanéliste Valère Bertrand Bessala. Bonjour à tous les techniciens de la maison. Bonjour à tous qui prennent la peine de nous regarder et surtout d'écouter ce que nous disons. Si ça peut apporter quelqu'un à se faire une religion, on aura eu là un très grand salaire. Bonjour à l'Afrique et bonjour au monde. Un autre consultant d'envergure, Valère Bertrand Bessala. Bonjour. Bonjour Madame Obam, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à notre très vénéré patriarche, toujours présent et en forme, toujours ravi d'être parmi vous. Voilà, nous sommes pratiquement le vendredi. Valère Bertrand, on peut dire que la semaine a été? Elle se porte toujours, nous nous portons toujours comme le Cameroun. Tantôt c'est bon, tantôt c'est pas bon, tantôt c'est mal, tantôt c'est bien. Donc la semaine n'est même pas encore finie. C'est la semaine de travail qui tire à sa fin. Effectivement. Encore qu'elle n'est pas à sa fin. Les Camerounais ne savent pas qu'en fait, le Cameroun est un jour ouvré, donc on travaille normalement le samedi. Enfin, pour ceux qui sont les agents de l'État. Mais dans le privé, les gens travaillent encore de 7 jours sur 7. Donc pour nous, la semaine n'est pas terminée. S'il y a une fin de semaine, c'est juste en termes de jours. Quand on est le dimanche, on sait que c'est une nouvelle semaine qui recommencera demain avec le lundi. Donc pour nous, il en reste encore 2. La question ne se pose plus pour le patriarche, toujours en forme. Oui, toujours en forme, parce que le matin, je prends la peine de chauffer de l'eau, d'y mettre ou le citron ou le sel, je me gargarise. Bon, ça brûle un peu la gorge, mais aussi ça brûle le corona. Et quand j'ai fini cela, et avant, je fais mes petits exercices physiques. Donc, ce qui fait que dans ces conditions-là, il y a toujours la forme. Voilà d'abord la rubrique Actualité pour la mise en bouche de ce programme. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Barlerin, arrive en fin de séjour.
Le chef de la diplomatie américaine boucle donc sa mission en terre camerounaise en juin prochain et à cet effet, une note diplomatique de l'ambassade des États-Unis au Cameroun a été adressée hier jeudi 18 juin 2020 au ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Alors, Patriage, d'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous de la présence de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun? La présence, elle est normale puisque nous en avons aussi aux États-Unis, mais le véritable problème est que dans ce pays-là, il y a un temps pour les diplomates de rester dans un pays. Donc, ils ont la possibilité et les moyens de faire la rotation des diplomates, ce qui est tout à fait normal. Donc, il ne part pas parce que on a dit qu'il était persona non grata. Il a fait son boulot. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de M. Ballerin? Simplement qu'il a été à l'image de la posture de son pays, tantôt menaçant, tantôt conciliant, parce que il est arrivé des moments où les États-Unis donnaient l'impression de faire pression sur le Cameroun pour des choses qui devraient rester parfaitement internes. Et dans ce cadre-là, l'ambassadeur qui s'en va s'est mêlé un peu les pattes, et c'est regrettable. Mais cependant, ils ont à des moments donnés compris que le Cameroun, malgré le fait que nous n'avons pas la plus grande armée du monde, que nous avons des intelligences, et finalement, ils se sont rangés, il s'est rangé, lui, du côté du gouvernement, parce que les postures du gouvernement paraissaient, à leurs yeux, pas bienvenues, pas démocratiques, avec l'histoire du Nozo, où il donnait l'impression qu'un pays, un État, doit laisser que des gens se lèvent, prennent des armes pour lutter, pour tuer d'autres concitoyens et surtout pour tuer ce qui garantit la sécurité d'un État, c'est-à-dire l'armée et les forces de maintien de l'ordre. Et je crois que finalement, la raison est revenue et Ballerin, en partant, n'était plus celui qui demandait au président de ne pas se représenter comme s'il était électeur au Cameroun. En quoi est-il concerné? Mais de toute manière, il a dit, il a reçu des opposants, entre guillemets, parce que pour moi c'est des plaisantins. Il les a reçus, ils en ont fait grand cas, mais l'ordre est resté entre les mains du gouvernement, comme cela se doit. Donc, Ballerin a rempli son job, il a rempli son rôle et il s'en va normalement, sans à-coups et sans histoire percutante. Voilà, Valère Bertrand, le patriarche l'a relevé tout à l'heure. Les relations entre Peter Henry Ballerin et le système en place n'ont pas toujours été au beau fixe. On sait par exemple qu'il a toujours eu à vilipender les forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qui, selon vous, pouvait justifier cette attitude? Bon, vilipender, peut-être c'est un terme trop fort pour un diplomate, mais je crois que pour mieux essayer de comprendre le séjour de Peter Henry Ballerin au Cameroun, il faut peut-être revenir à une partie de sa biographie. C'est un monsieur qui a une licence en économie, il a fait des études d'économie dans l'université de Maryland et qui a épousé Inès Rully, avec qui il a 3 enfants qui sont déjà adultes. Il a longtemps travaillé au sous-secrétaire d'État, au secrétariat d'État aux affaires étrangères aux États-Unis, où il a géré justement l'Afrique sur le plan de la diplomatie. Notamment, il avait sous son portefeuille 51 pays africains, vous pouvez vous imaginer. J'imagine peut-être dans le cas où l'Afrique avait encore 53 pays, puisqu'on en a 54. Donc, il en a géré 51. Et puis, il a travaillé dans des pays comme Tokyo,
Et en Afrique, il est pratiquement à son 4e ou à son 5e pays avec le Cameroun. Mais le plus important à mentionner dans le parcours de Ballerine, c'est que il a travaillé au Mali dans une période charnière comme ambassadeur de 2009, comme ambassadeur adjoint, chef de mission diplomatique adjoint de 2009 à 2012. Et les échos qui reviennent de ce côté justement et dans certains salons feutrés montrent qu'effectivement il a été l'une des personnalités les plus importantes dans la construction de la déstabilisation du Mali que nous vivons actuellement. Vous allez vous souvenir que c'est dans cette période-là justement que l'ancien président ATT avait eu des difficultés et qu'on a vu comment la rébellion Touareg a repris du poids de la bête dans le Mali, dans les zones comme Tombouctou, Gao, ainsi de suite, et où on a vu comment les Nations Unies et notamment la France, par complicité, ont commencé à s'intéresser à cette zone-là, à inoculer et des agents de renseignement et des mercenaires pour en arriver à ce que nous connaissons désormais au Mali, la force Barkhane. Et ATT avait eu tellement de difficultés et lors des élections, on a vu avec ce qui s'est passé, IBK et compagnie, que le Mali s'est retrouvé saucissonné et on l'a enlevé de là pour l'amener ailleurs et puis au Cameroun plus tard. Vous allez donc vous rendre compte que c'est un monsieur qui a parcouru pratiquement en Afrique les zones troubles à des moments très précis de l'histoire. Il arrive au Cameroun quand nous avons le problème anglophone. Quand nous avons le problème anglophone et il prend des positions particulières sur la base aussi. Et justement, à propos de ces positions particulières, comment expliquer son soutien aux séparatistes? Moi, je reste toujours pondéré. Parce que je le soutiens aux séparatistes, peut-être si on peut analyser que ces prises de position donnaient toujours une tendance à penser qu'il soutenait les... Mais c'est une technique et vous percevez la chose clairement, Madame Obama. Mais sur le plan diplomatique, on n'appelle pas cela comme ça. C'est juste des langages diplomatiques qui parfois servent à verrouiller certaines ouvertures et à en déverrouiller d'autres. Mais je tenais à mentionner qu'il a travaillé en Afrique dans des zones troubles à des moments eux-mêmes critiques. Donc j'ai pris le cas du Mali où il est reconnu qu'il a été de ceux qui ont construit la guerre au Mali. Pour qu'elle ressemble à ce que nous voyons actuellement avec cette scission de ce pays-là en deux. Il arrive au Cameroun justement encore en plein moment critique avec la crise anglophone et maintenant vous mentionnez les prises de position qu'il a eues, des rapports même qu'on a eu à épingler parce que le Cameroun n'a pas une culture diplomatique assez brutale, assez ouverte. Le Cameroun a une culture diplomatique et des pratiques diplomatiques assez feutrées. Ailleurs, par exemple, quand un ambassadeur peut-être sort de son champ de compétences ou alors a des propos un peu trop extravertis, on le rappelle. On le rappelle à l'ordre par une lettre ou alors on l'appelle tout simplement en audience et on dit que c'est pour cela qu'on l'a appelé. Chez nous ici, c'est plutôt on demande à l'ambassadeur de demander une audience au président de la République et ça donne l'impression en dignité que c'est l'ambassadeur qui a décidé de rencontrer le président de la République. On peut avoir des cas comme ça à l'ambassadeur de France. Chaque fois que c'est arrivé, on a dit, bon voilà, monsieur Guillou a demandé une audience au président de la République, mais c'est parce qu'en fait, il y a un rapport dans lequel il a été épinglé et où on a retrouvé des propos un peu amènes et peu justes à l'endroit du Cameroun. Donc c'est le cas de monsieur Henri Ballerine. On a vu aussi que c'est un monsieur qui est pratiquement partisan de l'aile droite, extrême droite américaine. C'est pour cela que Trump l'a utilisé et on a vu ce qui s'est passé entre M. Ballerine et M. Afrique des États-Unis, ce sous-secrétaire d'État aux affaires africaines des États-Unis qu'on a vu se balader avec les sécessionnistes, se balader avec les adeptes du hold-up, et ainsi de suite, et qui a eu des positions claires pour dire qu'après avoir déstabilisé le Soudan, le tour allait revenir au Cameroun. Bon, on a aussi remarqué que depuis un certain temps, il s'est un peu calmé, peut-être parce que la diplomatie du Cameroun, sans faire de bruit, réussit à atteindre des résultats et a réussi à rasser les individus
et les personnes dans ce qu'ils ont de plus faible, parce que c'est ça le plus important. Je crois que c'est peut-être ce qui manque encore à beaucoup de pays africains qui font encore vraiment dans la gesticulation, on va dire comme ça là, dans la diplomatie popcorn, comme on l'appelle déjà de nos jours de l'autre côté de l'hexagone, c'est-à-dire une diplomatie un peu trop voyante qui s'expose et qui parfois aussi pose des problèmes. Donc M. Henri Ballerine est un officier de réserve pratiquement entre guillemets des États-Unis que ce pays utilise généralement, sûrement depuis un certain temps dans les pays africains pour régler des comptes en termes d'instigation, de troubles et puis aussi de tout ce qu'on peut imaginer, les guerres civiles, ainsi de suite. Mais on va le voir, il n'est pas le seul. Même les ambassadeurs de France, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, depuis pratiquement une huitaine ou une dizaine d'années au Cameroun, c'est le même profil des ambassadeurs de France. C'est des barbouzes, que ce soit des États-Unis, que ce soit Ballerine, on a rompu avec les barbouzes parce que son prédécesseur était un barbouze. Lui, clairement, sa biographie le démontrait. Il avait fait la Légion américaine et il avait un parcours vraiment militaire. Bon, M. Ballerine est beaucoup plus racé, mais on l'a davantage moulé dans la diplomatie africaine, dans la compréhension des affaires africaines et dans un volet très particulier, celui de l'entretien du trouble, l'entretien des conflits. Et il a excellé dans cette affaire, mais je crois qu'il a échoué pour le cas du Cameroun parce qu'on n'est pas arrivé encore à la situation malienne. Les Français aussi l'ont compris à leurs dépens. Je crois que nous sommes encore debout, nous allons résister. Voilà, Patriarche, avec ces analyses de Valère Bertrand, est-ce qu'on peut dire que le départ de Peter Henry Ballerine constitue un ouf de soulagement pour le Cameroun? Ouf de soulagement, on ne sait pas qui vient. Ouf de soulagement, en tout cas, nous sommes préparés. Si on n'était pas préparé, on ne l'aurait pas traité comme on l'a fait. Donc, si on a réussi à amortir le choc qu'il voulait lancer, c'est que nous nous attendons à tout. Et Bertrand Valère l'a dit, nous ne faisons pas de grands discours. Nous ne faisons pas de grands éclats, mais nous agissons. Et ces agissements et ces postures se constatent simplement, par exemple pour le cas de l'ambassadeur des États-Unis, que tout ce qu'il a préconisé n'a pas marché. Je l'ai dit au départ. L'État est resté souverain. Oui, l'État est resté souverain. C'est une des caractéristiques qui, de mon point de vue, devrait faire que le président Biya rentre dans l'histoire du Cameroun. Et parce que si ça avait été un brutal, il aurait dit des choses et ça nous aurait amené à un conflit, à une montée de température parfaitement inutile. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, nous attendons tous les ambassadeurs et notre diplomatie ne va pas changer. Elle reste la même, celle qui est feutrée, comme l'a dit M. Bessala, et qui règle ses affaires sans crier sur les toits, sans sonner de trompettes. Et nous ne craignons rien. Nous avons une seule faiblesse, c'est que aujourd'hui encore au Cameroun, il y a des gens qui se servent des mots démocratie, droits de l'homme, machin, pour faire n'importe quoi. Les droits de l'homme et la démocratie, ce n'est jamais la même chose d'un pays à un autre. Qu'on se le dise clairement. Et on a vu par exemple en Côte d'Ivoire des ordres donnés à un président, à un pays, ne sont pas obéis. On leur oppose la souveraineté de l'État. Le cas, par exemple, on a demandé au gouvernement ivoirien de ne pas poursuivre Soro, mais l'État a tenu et a même condamné Soro. Donc, nous devons, si nous voulons véritablement nous imposer au monde et revendiquer et assumer notre souveraineté. Et c'est ce que nous faisons en douce. Nous l'avons suffisamment dit sur ce plateau. Et donc, il n'y a aucune inquiétude qu'on nous envoie. Bertrand l'a dit, la France n'envoie ici, prenez leur biographie, n'envoie que les militaires. Et un militaire est formé
non pas pour donner des bisous, mais pour l'esclandre. Mais cela n'est pas encore arrivé. La France, par exemple, a laissé qu'on saccage notre ambassade, mais nous, ici, on protège l'ambassade de France. Parce que nous savons, nous faisons la leçon en leur disant personne ne peut entrer à l'ambassade de France par effraction parce que nos forces de maintien de l'ordre sont là pour défendre le sol français. Parce que une ambassade, c'est comme en France. L'ambassade de France est une partie de la France. En France, l'ambassade du Cameroun est une partie du Cameroun. Nous disons simplement que nous attendons tout ce qui va arriver et nous résoudrons nos problèmes comme d'habitude. Nous n'avons peur d'aucun ambassadeur, nous n'avons peur d'aucun trouble fait. Voilà, après cette mise en bouche, nous place immédiatement à la première thématique de cette émission, Covid-19, la réouverture des frontières camerounaises est-elle un impératif? On rappelle que la question a été abordée hier, jeudi 18 juin 2019, au cours 18 juin 2020, autant pour moi, au cours d'une réunion du comité interministériel présidé par visioconférence par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Alors, Valère Bessala, est-ce qu'il y a une urgence, n'est-ce pas, de réouvrir les frontières camerounaises, alors même qu'on sait que le coronavirus continue de sévir? Est-ce que le coronavirus connaît les frontières physiques? C'est ça le véritable souci. Et c'était un peu une idée, à un moment, elle est devenue incongrue, cette idée de garder les frontières ouvertes, alors même que les frontières terrestres, parce que vous savez que les frontières aériennes, elles sont déjà, parce que vous n'avez pas besoin de regarder des médias à 14 heures pour scruter le ciel et voir des avions traverser le Cameroun et aller vers le nord. Il y a même une liste qui a été publiée par notre ASEGNA et qui a été conçue par l'IATA sur le début des vols et des vols programmés notamment en zone européenne et en Afrique. Donc les vols ont repris. Donc je crois peut-être c'est encore timide, c'est encore ciblé parce que peut-être les États observent encore le phénomène et ne veulent pas embrasser cette réouverture des frontières aériennes de manière totale. Le temps pour eux de se rassurer que le phénomène Covid ne s'amplifie pas. Mais je crois que si on avait déjà ouvert les bars ou les débits de boissons, on peut déjà comprendre aussi qu'on ait ouvert le ciel et qu'on puisse réouvrir les frontières terrestres. Ça, c'est important parce que l'économie ne doit pas être asphyxiée. Autant le président de la République a pris des mesures la fois dernière pour alléger les agents économiques, alléger le poids du Covid sur les agents économiques, autant il faut donc prendre ce genre de mesures-là pour qu'effectivement l'activité économique redémarre, qu'elle reprenne, parce que les frontières font partie de l'économie. Il faut importer, il faut exporter, il faut vendre, il faut acheter. Et on n'achète pas et on ne vend pas seulement à l'intérieur d'un territoire. L'État n'acquiert de l'argent qu'en vendant aux autres. Et il n'acquiert un nouveau souffle qu'en en achetant chez d'autres. Donc c'est ça le plus important. Nous ne sommes pas entièrement autonomes sur le plan alimentaire ou indépendants sur le plan alimentaire. Il y a des denrées que nous achetons de l'extérieur d'ailleurs. Qu'est-ce que nous n'achetons même pas de l'extérieur? Donc il y a aussi quand même 2 ou 3 choses que nous vendons à l'extérieur, même si ces choses que nous vendons font l'objet d'un sabotage du fait de nos amis sécessionnistes qui se retrouvent encore de l'autre côté. Notamment, je pense à la banane de Djombe qui a pris un coup sérieux. Je pense aussi au thé qui est produit, le Ndawara, le Toleti,
que produit M. Baba Dampoul de l'autre côté, c'est un peu difficile. On le comprend. Il y a même aussi les brasseries qui ont un problème parce que les brasseries ne vendent pas seulement au Cameroun ici, les brasseries vendent partout dans la sous-région. On va retrouver la 33 dans les autres pays de la sous-région, CEMAC, et même quelque part en Afrique de l'Ouest et en France. Vous allez retrouver la 33 de ce côté-là, la Beaufort et tous ces produits-là sans publicité. Donc, il faut absolument qu'on rouvre les frontières parce que ce sont les devises qui doivent recommencer à rentrer au pays. C'est aussi des denrées, des produits de première nécessité que nous ne fabriquons pas, que nous devons acquérir. Donc, c'est hyper important. Je crois simplement que pour sortir temporairement de cette première prise de parole, qu'il est important qu'en rouvrant les frontières quand même, que l'on mette davantage un accent sur le contrôle aussi aux frontières, que le contrôle soit davantage approfondi sur les malades potentiels ou les personnes contaminées potentielles au Covid-19 et leur prise en charge. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, si on ouvre les frontières terrestres, il ne s'agit pas seulement d'une simple mesure. Bon, d'accord, qu'ils prennent aussi des stylos comme d'habitude, ceux qui nous regardent dans les bureaux pour faire des notes. Quand on ouvre les frontières, il ne s'agit pas de prendre un simple arrêté, une simple note ou un simple communiqué. Il s'agit de faire d'abord un état des lieux des différentes frontières. Là, je parle des frontières terrestres et même des frontières aériennes qui sont concernées. Je prends des cas. Si on décide qu'on ouvre les frontières aériennes, il serait de bonne loi, par exemple, que l'on construise en annexe, par exemple, ou pas très loin de ces aéroports-là, des centres de prise en charge. Ça ne sert à rien de prendre des gens de l'aéroport et pour les amener ici en Guayaquil au centre de prise en charge et qui viendront fuir ici, là, aller dormir dans leur famille. Donc il faudrait que l'on puisse les confiner rapidement presque au lieu où ils ont atteint le niveau de la frontière pour le Cameroun. Ça, c'est pour les frontières aériennes. Pour les frontières terrestres, on inventorie toutes les zones grises des frontières. Les zones grises. Quand je dis zones grises, c'est des zones de pied à terre, les zones de touche, comme on dit en langage aérien, c'est-à-dire la zone de touche, c'est l'endroit où l'avion pose d'abord ses pneus lorsqu'il atterrit. Donc la zone de touche, mais quand je parle en langage terrestre, si on prend par exemple Kiossi, c'est une zone de touche. C'est-à-dire que c'est des zones où on sait que les Équato-Guinéens viennent au Cameroun, achètent, les Camerounais aussi traversent pour aller vendre. Donc là-bas aussi, on se dit, on construit un centre de prise en charge. À Kiossi, on peut construire des centres de prise en charge dans les grandes zones comme nous avons par exemple Darak. Darak, par exemple, du côté du Cameroun, Darak, il n'y a que le fleuve. Un jet de pierre de fleuve qui nous sépare de Maïdougouri, dans l'extrême nord, par exemple. Je prends cette zone-là. Vous avez les zones comme Makari, vous avez les zones comme dans le Logo-Nechari, Kousseri, au niveau du pont Ngeli. On construit des centres de prise en charge à ces endroits-là pour que la personne qui traverse le Cameroun et qui est testée positive au Covid soit directement orienté vers ce centre de prise en charge et qu'on est prêt à le prendre de Kiossi pour Yaoundé pour venir l'interner. C'est trop lourd, ça prend trop de moyens, ça prend trop d'argent parce que c'est ça aussi qui est le plus important parlant des frontières. Cela vaut aussi pour les zones du nord-ouest et du sud-ouest qui sont limitrophes avec le Nigeria. Cela vaut aussi pour les zones, par exemple, dans le sud, parce que les gens ne savent même pas que le sud est limitrophe aussi à la Guinée équatoriale. Si vous voulez aller en Guinée équatoriale, vous êtes à jet de pirogue de là. Les gens qui partent de Kribi pour se retrouver à Ebébiyine ou à travers l'eau à l'île de Mbané, parce qu'ils veulent aller, par exemple, pour le Gabon, ainsi de suite. Ces îles-là qui sont d'ailleurs problématiques entre ces différents pays-là. Donc, c'est important pour le Cameroun de pouvoir contenir le Covid-19 aux frontières, parce qu'il ne s'agit pas seulement de rouvrir les frontières, il s'agit de limiter, si le Covid-19 va entrer au Cameroun, de les limiter aussi au niveau de la frontière. Ça permet au moins à celui qui entre, qui arrive par exemple à Kiossi, venant de Guinée équatoriale, qui a sa famille, je ne sais pas trop, à Yaoundé ou à l'ouest, de ne pas se retrouver à Yaoundé, donc à côté de son village, pour pouvoir se faufiler entre les mailles des personnels sanitaires, se retrouver au village. Parce que quand au moins vous êtes à Kiossi, c'est difficile pour vous de faufiler parce qu'en fait, vous êtes déjà dans un centre de prise en charge. Vous commencez d'abord par réfléchir pour partir de Kiossi pour Yaoundé. Donc, il ne faut pas prendre le Covid de la frontière et venir l'interner à Yaoundé ou à Douala ou je ne sais pas trop où. Il faut le garder au niveau des frontières. Cela vaut par exemple aussi pour Touboro, cela vaut aussi pour toutes les zones frontalières. Donc, c'est très important pour le Cameroun de prendre ce genre de mesures-là. Oui, patriage, réouverture des frontières camerounaises. Est-ce que le Cameroun ne va pas trop vite en besogne?
Nous allons à la fois vite en besogne et parfois nous allons très lentement. Pourquoi? Parce que nous avons une habitude qui n'est pas une vertu, c'est cette imitation servile de ce qui se fait ailleurs. L'ouverture des frontières est peut-être indispensable du fait des importations et d'exportations, comme l'a dit Bertrand. Mais seulement, est-ce qu'on ne met pas en balance les dangers qu'il y a à ouvrir les fenêtres, les frontières et La santé. la santé des populations. Mais il faut tenir compte de tout cela. Et ensuite, il y a comme une inégalité dans cette affaire. Au moment où nous parlons, je ne sais pas si nous avons 2 avions qui fonctionnent. Alors, lorsque les avions français vont atterrir ici, les nôtres ne pourront même pas décoller parce qu'il n'y en a pas. Alors, la réciprocité dans ce cas-là exige que on n'accepte pas. Il est vrai que lorsque les frontières aériennes sont ouvertes, les gens peuvent aller faire du shopping à Paris, et d'autres peuvent être évacués s'ils sont malades, mais le gros, c'est-à-dire le peuple, n'a rien à voir dans ce jeu-là. Donc, si l'ouverture des frontières est utile, il doit être utile sans omettre la sécurité sanitaire des peuples. Et aujourd'hui, je ne sais pas, lorsque vous observez le mouvement, vous vous dites au fait, on dit de nous que nous sommes des pays indépendants. Est-ce vraiment vrai? À la vérité, la vraie réponse, c'est-à-dire la réponse vraie, c'est que nous ne sommes pas indépendants. Parce que dans cette affaire, il faut remarquer que la France a décidé de l'ouverture de nos frontières. Bon, du vol des avions commerciaux, elle a décidé. On ne nous a jamais dit qu'il y a eu une concertation et c'est cela qui est choquant. Bon. Il y a quand même une concertation entre le ministre des Transports et les responsables des compagnies aériennes. Ça m'étonnerait qu'il pèse d'un quelconque poids, notre ministre des Transports. C'est un brave citoyen qui est d'ailleurs très intelligent, mais la situation globale fait qu'il est noyé dans notre infériorité, il est noyé dans notre perte de souveraineté, il est noyé dans notre perte d'indépendance. Il peut être tout ce que vous voulez, mais je ne crois pas qu'il ait un quelconque poids, parce que, comme je le dis, la France a décidé, nous l'avons dit ici, nous l'avons constaté ici, c'est la France qui décide que les avions commerciaux français vont atterrir au Cameroun. Bon, maintenant, le geste, est-ce qu'il est utile? Oui, il est utile, mais Bertrand l'a aussi dit, mais il faut prendre des précautions. Lorsque vous prenez des gens à l'aéroport de Simalène, par exemple, pour les emmener dans des hôtels de copains, parce que on les loue et puis on sait ce qui se passe en dessous, ça ne vaut pas la peine. Nous avons au moins aujourd'hui à Yaoundé des endroits où on peut confiner des gens qui arrivent. Est-ce que tous les voyageurs des avions français vont accepter le confinement? Ça, c'est la question mérite d'être posée. Oui, posée, parce que nous avons vu, par exemple, une autorité camerounaise refuser le contrôle à l'aéroport et qui venait de France. Donc, pourquoi voulez-vous que de l'autre côté, on ne fasse pas la même chose? Et si celui qui refuse le contrôle est effectivement malade, nous avons là quelque chose de très préoccupant. Donc, de mon point de vue, l'ouverture des frontières est indispensable, mais il faut que cette ouverture s'accompagne des précautions qui mettent les peuples hors l'atteinte du Covid-19. Est-ce que on nous a prédit la catastrophe? Et c'est l'organe suprême de la santé, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, que moi j'appelle l'Organisation mondiale de la servitude, nous a dit dès le départ
que eh bien, l'Afrique doit s'attendre au pire. À quel moment? À la deuxième vague ou à la troisième vague? Donc, il faut faire extrêmement attention. En ce moment, en France, il y a une deuxième vague. Et les discussions sont vraiment féroces. Est-ce que nous ne devons pas prendre exemple de ce qui se passe ailleurs lorsque cet exemple peut nous rendre service? Parce que nous prenons nos exemples sans les contextualiser et nous devenons de simples perroquets qui répètent ce qu'on a dit ailleurs. Donc, le problème de fond, il faut défendre nos populations et admettre que les échanges commerciaux sont indispensables parce que nous exportons comme nous importons, même si notre balance commerciale est ce qu'elle est. Mais toujours est-il que nous importons même les cure-dents. Oui, Valère Bertrand, est-ce que vous partagez cet avis du patriarche? Est-ce que selon vous, c'est la France qui est cachée derrière la réouverture de ses frontières camerounaises? Non, mais pourquoi est-ce qu'il faut... Sur ce point, je crois que j'avais déjà émis un avis et le patriarche connaît mon point de vue dessus. Pour moi, la réciprocité ne peut pas s'entendre sur les vols aériens. Ce n'est pas la France qui nous demande d'acheter toujours des poubelles chez Boeing. Ce n'est pas la France qui nous demande de sous-louer les avions à chaque fois. Parce que, vous voyez, j'aime toujours m'amuser à le dire. Air Gabon fonctionne à merveille avec une flotte assez garnie. Nous avons même déjà Toumaï qui fonctionne avec une flotte garnie. Toumaï, c'est les Tchadiens. Nous avons Ethiopian Airlines qui est alors le sommet, parce que qui est le sommet de la navigation aérienne en Afrique. Vous avez le Kenya qui fonctionne, le Ghana qui fonctionne. Je peux citer des pays comme cela, hein, qui en fait, sur le plan économique, ne sont pas mieux nantis que nous. Mais si le Gabon de 2 millions de personnes a une flotte de renom en Afrique, nous au Cameroun, un pays de 26 millions, ils sont plus honnêtes que nous. En terre et en forêt. Oui, Nous n'avons même pas un seul avion qui puisse voler. Ils sont plus honnêtes. Moi, je dis toujours que ce n'est pas le problème de la France. Je sais que la France, Aïdjo, lui, il en a fini avec la France depuis. Hein. Aïdjo a fini avec la France en 1973 lorsqu'il a décidé de sortir de Air Afrique et a créé la CAMER, que le régime du renouveau est venu enterrer définitivement et a cru qu'en créant Cameco, en ajoutant CO après Camer, c'était un renouvellement ou une nouvelle compagnie. Mais alors qu'il s'agissait plutôt de changer les mentalités. Parce que le Cameroun, c'est ça. C'est-à-dire qu'on donne toujours l'impression que c'est en changeant les noms des institutions qu'on a réussi à faire une révolution. Alors qu'en fait, le changement est d'abord un problème. Le problème du changement au Cameroun est d'abord celui des mentalités. Donc, vous avez ajouté CO, c'est quitté de Camer à Cameco. Vous avez dit, bon, ça va, la compagnie peut fonctionner maintenant. Et puis, vous avez repris les mêmes. Vous avez mis à l'intérieur, vous avez recruté vos copines, vos coquins et tout ça pour être des hôtesses, pour fourrer et bourrer le personnel de la compagnie. Vous avez pris un monsieur qui n'a jamais fait dans le droit aérien, qui ne connaît rien de la technique, des techniques aériennes, qui ne connaît rien de l'aéroport, qui ne connaît rien de la gestion de l'air, qui ne connaît rien de chez rien. Vous avez placé comme directeur général juste parce qu'il avait des gros moyens, c'était votre ami, c'était un grand économiste, suivez mon regard. Et puis après, lui, il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. Vous avez dit, bon, monsieur, il s'appelle encore comme Ngamani ou quoi là, allez enquêter pour voir ce qui s'est même passé à la Camer. Il vous a pondu un rapport, vous avez dit non, toi tu ne connais rien, vous l'avez mis de côté, lui aussi s'est retrouvé. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas comprendre que, on ne peut pas accuser la France dans cette histoire-là, la France n'y est pour rien. Donc, je ne voudrais pas que l'on pense que la France est pour quelque chose dans cette affaire-là. Il doit terminer avec la France dans notre circuit aérien. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Nous avons même des avions qui ont été achetés. Le président Aïdjo s'est battu. Il nous a acheté le Mont Cameroun. On a appelé, c'est quoi? C'était le Combi. Et là, nous, on l'appelait le Mont Cameroun parce qu'en fait, c'était l'avion du roi saoudien qui l'avait refusé. C'était une commande spéciale que le roi saoudien avait faite en 1977. Et il a trouvé que cet avion-là ne lui plaisait pas et n'était pas son image. Aïdjo a dit, je le prends. C'était la fierté de l'Afrique. Un avion pas comme les autres. Nous étions uniques en Afrique qui avions cet appareil-là.
c'est 747. 747, 747-200. C'est terrible. On n'a pas su gérer cet héritage. Et ceux qui ont fait des voyages, je parle sous le contrôle. J'ai causé avec le pilote, le premier pilote camerounais. Ceux qui vous parlent de ces voyages, je parle sous le contrôle. Ils vous disent, quand le combi, le Mont Cameroun atterrissait à Roissy-Charles de Gaulle, c'était tout un événement. C'était tout un événement parce que c'était un avion. Aujourd'hui, les gens ont même créé les A340, 420, ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, le Mont Cameroun est une merveille aux côtés de ces avions-là. Donc, mais nous n'avons pas su gérer cela. On est allé aux États-Unis, on a dit chez Boeing, on va commander des avions. C'est arrivé une affaire, on nous a parlé. C'est avec la Camer qu'on a appris les termes comme le leasing. Le leasing, moi je ne connaissais pas ce genre de terme-là. Quand j'ai fouillé, on m'a dit le leasing, c'est une modalité de location, vente d'avion. Je loue l'avion, je paye pendant jusqu'à un certain temps avec l'appareillage. C'est-à-dire que je loue un appareil, je loue aussi celui qui pilote, je loue le commandant de bord, je loue même une partie des hôtesses, je loue. Au bout de 10 ans, je vais acheter l'avion. Après, les gars connaissaient la technique parce qu'au bout de 5 ans, vous ne payez plus et vous vous attendez avec Boeing pour qu'ils viennent récupérer l'avion. On dit à l'État, sortez 10 milliards, vous partez donner, vous partagez et puis ils récupèrent même l'avion et vous n'avez plus rien. Voilà un pays, le pays dans lequel nous nous retrouvons. Quand vous vous renseignez même sur le prix d'un avion, parce que nous on était allés, je me souviens, le patriarche Billois, ça c'est l'histoire maintenant. Parce que quand les gens me voient avec mon père à mes côtés, ils ne savent pas que c'est une histoire de près de 20 ans. Parce que les gens ne savent pas ça. Nous nous retrouvons dans une radio du côté de Bimassi, quand ces histoires d'éperviers autour de M. Fotso chauffaient, nous on allait parfois jusqu'à chercher le prix d'un avion. On se rendait compte que avec 80 milliards, nous avions un bel avion. Donc si l'État avait même consacré seulement 400 milliards, nous pouvions avoir au moins pour un départ une flotte même acceptable de 8 à 10 avions. C'est-à-dire que c'est formidable au Cameroun. C'est formidable. On se posait des questions. Comment on se retrouve tout dans des affaires où des gens donnent tel a volé, tel a fait ci. L'avion même coûte combien? On se retrouve avec 400 milliards pour une flotte d'environ 10 avions propres. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin, on pouvait prendre 2 ou 3 pour la flotte interne, les aéroports même n'étaient même pas encore reculés, comme ça a été fait récemment, parce que c'est Mbongo qui l'avait même fait. Il a réveillé Bafoussam, il a réveillé Garoua, il a relooké Maroua, ainsi de suite. Donc on pouvait redémarrer avec au moins 400 milliards. Quand on essayait de comparer tout l'argent que les aînés avaient volé dans les caisses de l'État et tout ça, on se disait, mais si on les réunissait même tous, on disait, ça ne sert à rien de vous créer des cellules de luxe, vous nous coûtez trop cher à Kondengui. Bon, essayez de vous débrouiller. Celui qui a volé 100 milliards, il vient donner 60. Celui qui a volé 50, il vient donner 20. On essaie de voir et on dit, cet argent-là, on va remettre à Cameco pour acheter des avions qui nous appartiendront. Non, on a préféré le mettre là-bas. On dit vraiment tel a volé, vraiment. Mais on n'a jamais vu le fruit, le retour de cet argent. C'est ça le véritable Cameroun quand vous parlez du ciel aérien. La France n'y est pour rien. Mais, je sors par là. On s'était aussi rendu compte, le patriarche et moi, et d'autres aussi, dans ces petites enquêtes-là dans le temps, il y a plus de 10 ans, 12 même, et que l'argent de Cameco, en fait, les déboires de Cameco ne visaient pas forcément le ciel aérien au Cameco. L'argent de Cameco servait à autre chose, c'est-à-dire servait à régler certaines factures pour échapper à la vigie du FMI et de la Banque mondiale. Cameco est comme beaucoup de compagnies qui ne fonctionnent pas dans ce pays. C'est ce que les Camerounais doivent comprendre. Et là, peut-être, c'est pour cela que moi, j'ai reculé sur ce genre de dossier. Et j'ai commencé à voir les gens comme Michel Fotso d'un certain regard. C'est-à-dire que je n'avais vraiment plus cette hargne du citoyen camerounais qui en voulait à son frère camerounais parce qu'il avait détourné l'argent. J'avais déjà un regard plus doux, un regard plus amène envers lui. Et aussi envers tout ce qui est autour du dossier parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, le problème, ce n'était pas eux. Le problème était ailleurs. C'est-à-dire qu'ils avaient été juste des gens qu'on avait utilisés pour pouvoir distraire l'argent de l'État afin de résoudre les problèmes plus intéressants ou plus importants. Là, maintenant, je mets entre guillemets ces deux termes-là, ces deux adjectifs. Que rencontrer le Cameroun, parce que le FMI et la Banque mondiale étaient à nous tous pour s'assurer que nous restons dans la déontologie financière afin que le mur qu'ils nous ont préparé devant, que nous puissions cogner la tête et nous nous retrouvons dans une situation de marasme économique. Donc, au sommet de l'État avait trouvé en Cameco et en d'autres compagnies, je ne vais pas les citer, des gouffres à sous où on injectait de l'argent, on creusait un trou en bas, l'argent ressortait, on le récupérait, on l'amenait ailleurs pour régler des problèmes. Je parlais par exemple du cas de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quand on vous dit par
par exemple, le Fonds de solidarité, le président a décidé 160 milliards. Ces 160 milliards n'iront jamais dans le Covid-19. Le président de la République a décidé de la création de ceci pour cela. Ça n'ira jamais là-bas. Il parlait toujours, le patriarche du fonds des jeunes, des 100 milliards qu'on a créés, je crois, en 2015 ou 2016. On n'a jamais fait ça. Le plan d'urgence triennal. Cet argent, je mets quiconque au défi de me dire là où c'est. Pourtant, cet argent a été débloqué. Il y a même eu 900, presque 1000 milliards qu'on avait sortis pour les grands projets, les ceci ou cela sur tout le pays. On a même dit qu'on allait goudronner l'axe Ngaoundéré, Garoua, qui jusqu'à aujourd'hui est resté toujours le même axe. Donc, voilà 1000 milliards qui ont été détournés. On a parlé de la CAN. Pourtant, l'argent est sorti. Des gens ont été promus, pourtant qu'on a désigné comme étant ceux qui avaient détourné cet argent. Mais ils ont pourtant été promis. L'argent est sorti, on n'a pas eu les stades. Où est cet argent? Cet argent a servi dans la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, moi, je crois que Cameco, c'est davantage ce problème-là. On a construit une poche, on en a creusé un trou en bas, on a mis de l'argent pour que le FMI voit que non, on est en train de renflouer les caisses pour que Cameco redémarre, mais on a récupéré l'argent sous le trou de la poche et on en a fait autre chose avec. Donc ne reprochons rien à la France. On rouvre les frontières, la frontière aérienne, elle est ouverte au Cameroun, elle est ouverte partout ailleurs. Peut voler, celui qui a des avions, celui qui sait qu'il en a besoin, celui qui sait qu'il peut au moins faire voler sa fierté. Cameco est comme l'équipe nationale du Cameroun. Hein. Quand Cameco arrive en France, on sait que c'est le Cameroun qui est arrivé. Quand Cameco atterrit en Chine, on sait que c'est le Cameroun qui est arrivé. Mais bon, pour le reste, on peut encore se dire qu'on peut faire avec. Oui, Patriarche, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voudrais ajouter ceci. Je ne voudrais pas qu'on pense que je dédouane les Camerounais. Non, nous avons notre grande part de responsabilité. Mais il faudrait non plus canoniser la France. Parce que lorsque nos grands, entre guillemets, détournent, ils déposent l'argent où? Lorsque un ministre ouvre un compte dans un paradis fiscal, on sait combien gagne un ministre. Lorsqu'il dépose de l'argent plus que son gain, on devrait se poser des questions. Vous ne pouvez pas, par exemple, en France, acheter quelque chose, vous sortez, par exemple, 20 000 euros cash. Tout de suite, on vous entend pour savoir d'où vient l'argent, pourquoi vous utilisez l'argent liquide. J'ai dit, la France a une part de responsabilité, mais les nôtres ont leur part de responsabilité. Je parlais tout à l'heure, il a pris des exemples, des très bons exemples de pays dont les flottes sont vraiment rayonnantes. Et si oui, mais malheureusement, nous n'avons pas ce genre de fonctionnaires. Les fonctionnaires chez nous sont des gens qui arrivent pour être rapidement riches. Et forcément, dans ces conditions-là, on va faire des choses assez compliquées. Je vous donne quelques exemples. Un jour, on m'appelle, on me dit, papa, regarde, on nous a acheté des hélicoptères pour le Nord. Mais on est allé prendre des hélicoptères de surveillance fluviale. Qu'est-ce que nous allons faire avec au Nord? Au Nord, c'est le sable. Ça ne peut pas tenir le coup. Et effectivement, un hélicoptère conçu pour surveiller la mer n'a aucun problème de sable ou de poussière. Mais lorsque vous allez prendre cet hélicoptère, et on sait, cela s'est fait. Et ce monsieur, il a fallu attendre des années et des années pour le coincer pour un autre problème. Et c'est pour cela qu'ils disent qu'ils sont coincés pour des problèmes politiques. Si on m'a dit à moi, qui ne suis rien dans le gouvernement, ça veut dire qu'on a tenté de dire cela au haut niveau, et le haut niveau n'a pas réagi. C'est comme on a effectivement constitué des dossiers qu'on a envoyés, par exemple, à votre commission anticorruption, mais malheureusement, il s'est trouvé que la personne concernée par le dossier est le neveu du patron de la commission anticorruption, et il s'est assis dessus. Donc, ce sont ces choses-là qui font qu'effectivement, ça ne marche pas chez nous. Mais je dis, pourquoi lorsque un gouvernement ne sied pas à la France, organise-t-on un coup d'État? On l'a vu, des dizaines de coups d'État en Afrique de cette manière-là. Donc, si
quelqu'un reste en place alors qu'il ne fait pas ce qui peut effectivement arranger les intérêts de son pays. La France qui a le pouvoir, ils ont des bases militaires chez nous, ils ont des drones, ils ont des satellites, rien ne leur échappe. Pourquoi la France ne réagit pas? Mais parce que de toute manière, il est de leur intérêt qu'il en soit ainsi. Donc je ne dédouanerai jamais la France. Et je sais de quoi je parle. Je peux aller plus loin, plus profondément. Allez-y. La France qui dit, oh, vous savez, au président, tel peut nous être utile à tel poste. Et vous voyez comme ça, quelqu'un qui sort de nulle part, simplement parce que le vénérable de la Grande Loge de France ou du Grand Orient a dit, mettez-nous celui-là à telle place. Mais Madame Obama, vous ne pouvez pas, et je l'ai dit, avec tous les risques que cela comporte, vous ne pouvez pas être franc-maçon et servir votre pays. Pourquoi? Parce que dans le statut, il est spécifié ceci. Vous allez obéir comme un cadavre, et c'est en latin, perende ac cadaver. C'est écrit. Alors, à partir de ce moment, si vous devez obéir comme un cadavre, vous allez obéir à qui comme un cadavre? Mais pas au peuple, mais à celui qui donne des ordres. Et ces ordres qui cherchent la satisfaction d'un besoin qui n'est pas le nôtre. C'est pour cela que je dis que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la France est jusqu'ici. Et je termine par là. Comment s'est faite la dévolution du pouvoir au Cameroun, puisque nous parlons du Cameroun? Elle s'est faite à partir des intérêts français. Et on ne pouvait pas. Pourquoi a-t-on assassiné Oumyobe et Ousseini Fana, Wandje Ernest et les autres? Mais pour que ceux qui avaient une vision de notre pays ne soient plus là. Et que ce soit ceux qui ne voulaient même pas d'indépendance qui soient à la tête de l'État. Donc, qu'on le veut, il y a un départ. On dit, lorsque tu tombes, il faut voir là où tu as glissé, non là où tu tombes. Je dis, la France est coupable, comme nos frères sont coupables. Voilà, nous allons d'abord, avec le concours de la régie, prendre la page publicitaire avant la suite de ce débat. Une nouvelle approche de la médecine traditionnelle améliorée au Cameroun. Les laboratoires naturels de la coopération africaine traitent efficacement les maladies virales dites incurables telles que l'hépatite virale A, B, C, D et les cancers viraux, relèvent le taux d'immunité, annulent la charge virale en 70 jours, guérissent les MST et IST tels que la syphilis, le chlamydia, la gonocoxie, etc. en 25 jours. En plus des traitements du surpoids, kyste ovarien, myome et fibrome, traitement préventif des AVC, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Pour tout renseignement, nous contactez au numéro 651 36 91 74. Anacaf, votre guérison, notre priorité. Il était 8 heures le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec entre autres le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite
mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin. Et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, en prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'un an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale. Elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Maconet là-bas. Retour sur ce plateau, retour donc dans ce studio après cette page publicitaire. Et comme vous le savez, chers téléspectateurs, nous enchaînons immédiatement avec la revue de presse.
Et nous ouvrons avec le quotidien Info Matin qui titre à sa une « Recrutement des instituteurs ». Et Tundingwa ramène le calme dans les rangs. Le ministre de l'Éducation de base a reçu en audience et rassuré les candidats non retenus dans la première vague d'enrôlement de 3000 dispensateurs du savoir sur un total de 12 000 à intégrer dans la fonction publique. Information à lire à la page 3 de ce journal. Toujours le quotidien Info Matin qui publie en petite une pandémie, le RDPC Mfundi verse 20 millions de francs CFA au fonds Covid-19. Le chef de la délégation départementale permanente, Gilbert Timié-Vouna, a remis le chèque de solidarité nationale irrelatif au gouvernement mercredi. À présent, le journal Le Quotidien, on peut y lire ce matin amélioration des voiries urbaines, de l'habitat et de la modernisation des villes camerounaises. Ketcha Cortés inspecte les chantiers prescrits par le chef de l'État à l'Ouest. Également à lire dans le journal Le Quotidien l'actualité relative au traitement des 1000 dossiers d'enseignants contractuels. Initiative à résultat rapide au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, traiter 10 000 dossiers d'enseignants contractuels en 10 jours. À présent, le journal La République Presse, c'est également un quotidien. Il s'intéresse ce matin au développement urbain, le baume Cortés dans les chantiers de l'Ouest. Et puis, 100 jours chrono pour 10 000 dossiers. C'est également la seconde manchette de ce journal. À présent, le journal Essinga, il est disponible ce matin en grande une. Il est écrit « Prise en charge des patients du Covid-19 des centres spécialisés désespérément vides à Yaoundé ». Le journal précise que créé le 20 avril 2020, ces sites tardivement dédiés sont occupés à moins de 10%. L'ancien Orca compte 46 malades sur 320, tandis que le stade militaire d'une capacité de 150 lits n'abrite aucun cas. Nous enchaînons avec le journal Cameroun Tribune. Ici, c'est également le transfert des malades du Covid-19 vers les centres spécialisés qui intéresse. On peut donc y lire l'OPM. À propos justement, l'OPM prescrit l'accélération. Président hier par visioconférence la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé d'évaluer la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie du Covid-19. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit l'accélération du transfert des malades des hôpitaux classiques vers les centres de traitement spécialisés. Joseph Dion-Gouté a par ailleurs demandé que des mesures soient prises dans les secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie et de la restauration en vue d'éviter la propagation du coronavirus. C'est donc à lire dans les pages 2 et 3 de ce journal. Autre quotidien paru ce matin, c'est Le Jour, Constitution, ce qu'il faut changer. Voilà la grande une qui barre ce journal. Les propositions des partis politiques sont donc contenues dans ce journal, dans les pages 2 et 3. Également disponible ce matin, le journal Mutation, Coronavirus, musicothérapie, peut-on y lire ces artistes qui sensibilisent donc par la chanson, le poids de leur engagement, à lire dans les pages 13, 14 et 15 de ce journal. Le quotidien L'Épervier, également disponible ce matin. Autonomisation des jeunes, le MINJEC et la Campost soutiennent 16 000 jeunes. Voilà donc la grande une de ce journal qui précise que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu,
et le directeur général de la Cameroun Postal Services, Campost, Pierre Kaldada, ont signé hier, 18 juin 2020 à Yaoundé, une convention relative à l'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Il ajoute que la convention de partenariat Niger-Campost, qui vise l'encadrement des jeunes et leur insertion socio-économique, est destinée à optimiser les potentialités des jeunes et à développer une synergie d'action en leur faveur. Et c'est donc tout pour la revue de presse de ce matin. Nous terminons avec le journal Repère. Ici, le grand titre, la grande une est intitulée « Industrie brassicole, SABC vend 490 millions de litres de bière ». Et puis, prospective nouvelle qui est également en kiosque ce matin nous fait savoir que Chantal Biya est victime de son aura. Annoncée pour morte dans une vidéo virale par un hurluberlu sur les réseaux sociaux, la première dame du Cameroun répond à ses détracteurs par le silence et la discrétion, comme son illustre époux il y a quelques semaines. Le journal ajoute qu'elle est plutôt victime de son action sociale et humanitaire dense et intense aux côtés de son époux et de son aura internationale. C'est donc avec perspective nouvelle que s'achève cette revue de presse de ce matin. Nous poursuivons avec la première thématique, justement, à présent, les questions pour nous, Valère Bertrand, de questionner même, n'est-ce pas, la stratégie gouvernementale de lutte contre le Covid-19, alors même qu'on parle de la réouverture de ces frontières. Selon vous, est-ce que la stratégie gouvernementale de riposte, contre le coronavirus est convaincante? Elle n'est pas convaincante. Je crois que tous nos débats depuis 3 mois et un peu plus montrent que tout est allé à l'emporte-pièce. Et même le discours du 19 mai du président de la République est venu le confirmer. Et avant ce discours, son instruction au Premier ministre de ramener tous les membres du gouvernement à l'ordre à travers cette lettre circulaire que le secrétaire général des services du Premier ministre leur avait adressée, en leur rappelant les règles minimales de la courtoisie et de la solidarité gouvernementale, où tout le monde voulait aller de son propre ego dans la lutte contre le Covid-19. Et même qu'après cette lettre-là, et même qu'après ce discours du 19 mai du président de la République, le désordre a continué. Vous avez vu comment tel ministre, c'est lui qui appelle les autres ministres pour venir recevoir les dons et aller distribuer aux élèves, aux étudiants, ainsi de suite. Tel autre engage. Donc c'est comme ça, c'est une sacrée chienlit, un chienlit gouvernemental. Donc je crois que cette stratégie, on ne peut pas la trouver bonne. On a compris en fait que bon, peut-être c'est des atmosphères de fin de règne, mais l'homme président qui nous dirige semble aussi nous démontrer qu'il a compris qu'il ne peut plus tout gérer, mais qu'il doit simplement regarder les essentiels et s'assurer que jusqu'à ce qu'il s'en aille, que le Cameroun reste debout. La stratégie de lutte contre le Covid-19 nécessite des hommes qui ont le pied à l'étrier, qui ont un sens du patriotisme. Mais bon, on va dire quand même que le président s'est trouvé à lui-même un gouvernement et le Covid a surpris tout le monde. Mais on ne va pas dire que le ministre Manaouda n'est pas à la hauteur. Il est même à la hauteur. Mais le problème, c'est les autres ministres qui ont pris l'affaire du Covid comme étant un beurre sur la table, c'est-à-dire un moyen de se faire de l'argent. Parce que lui, il est ministre de la Santé. C'est lui qui doit centraliser l'effort, la stratégie et toute la politique de lutte contre le Covid-19. Mais les autres ont décidé de rentrer dans ses bottes, de faire comme ils veulent. Imaginez, vous pouvez vous imaginer un peu qu'un ministre des enseignements secondaires se retrouve en train d'aller faire des dons dans une caserne militaire à Bamenda pour soutenir nos éléments du BI dans le cadre de la lutte contre les sécessionnistes. Vous pouvez vous imaginer ça?
Ce n'est pas imaginable. Vous pouvez vous imaginer un ministre, je vais dire un ministre, prenons comme cela, le ministre des Transports, en train d'aller de demander au président de la République de lui donner 1 milliard afin d'aller aider le personnel judiciaire, je ne sais pas trop, dans la zone de l'extrême nord, c'est-à-dire le personnel judiciaire, c'est-à-dire qui est sous les ordres du ministre de la Justice. Vous pouvez vous imaginer ça? Non, c'est impossible. Mais comme c'est le ministre de la Santé, c'est le jeune ministre de la Santé, je crois qu'il a encore moins de 50 ans. Donc, et puis on se dit, bon, il est tout jeune, nous on est déjà des vieux du système, il ne peut rien nous faire. On décide donc de faire du Covid-19 qui rentre dans sa compétence et dans la politique de son ministère. On décide d'en faire une affaire de beurre sur la table. C'est ça le véritable souci aujourd'hui, le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Si moi, ministre, ne peut pas comprendre que je suis ministre des Transports. Cette affaire relève d'abord de la compétence de mon collègue. Donc, si j'ai un argent à débloquer, même si c'est un personnel qui relève du ministère des Transports, je consulte le ministre de la Santé, mon confrère, et ensemble, on voit ce qu'on peut faire. Non, on prend sur lui de faire ci, de faire ça. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que autant les initiatives gouvernementales sont éparses dans la lutte contre le Covid, qu'il sera difficile au bout de l'année ou alors quand ce phénomène aura disparu, de faire un bilan. Parce que le bilan n'est efficace que lorsque il y a une centralisation dans la stratégie, dans les efforts. Et aussi, c'est cette centralisation qui donne plus de visibilité sur la traçabilité des moyens qui ont été mobilisés dans cette lutte-là. Or, si vous avez des initiatives éparses, vous n'aurez les chiffres que ce que voudront bien vous donner, ceux qui ont décidé d'agir dans ce domaine-là par effraction. Parce que c'est une effraction. Que certains ministres interviennent dans les affaires du Covid, même lorsqu'ils ne devraient pas intervenir. Imaginez-vous un ministre qui n'est pas en charge des collectivités territoriales décentralisées, décide d'aller offrir quelque chose aux communes, sans concerter le ministre des collectivités décentralisées, qui est le Mindevel. Ça n'a pas de sens. Donc voilà les réalités. Ça crée donc des frustrations. Parce qu'il faut aussi parfois que nous apprenions aussi à comprendre certains ministres qui parfois, par frustration, on a comme l'impression qu'il ne veut plus travailler. On a comme l'impression qu'il est mou. On a comme l'impression qu'il ne répond plus dans l'action gouvernementale. On a comme l'impression qu'il se rend discret. On a comme l'impression qu'il se limite simplement à son petit bureau, à signer quelques papiers. Bon, s'il y a une prime qu'on lui apporte dans l'enveloppe, il empoche, il rentre chez lui. C'est normal. Parce qu'en fait, quand vous voyez qu'il y a des super ministres, il y a des ministres qui sont au-dessus des autres, il y a des ministres qui peuvent se permettre tellement de choses, il y a des ministres qui échappent au Premier ministre, il y a des ministres qui disent qu'ils ont des relations particulières avec le président de la République et n'en ont rien à cirer avec les autres. Il y a de quoi expliquer le désordre gouvernemental. Et ce désordre gouvernemental ne profite pas à l'État, ne profite pas au peuple. Le résultat de fond, c'est quoi? C'est la fuite de nos capitaux. Parce qu'aujourd'hui, vous allez suivre après le Covid, tel a acheté un duplex aux États-Unis, tel a construit un Ngogmapoubi ceci, tel a acheté une grosse voiture, il a des limousines qui sont garées dans un souterrain, tel a allé faire ceci. C'est ça le résultat de cette affaire. Et après on dira la responsabilité. Et pourtant, nos services de renseignement fonctionnent à merveille. C'est connu. On sait ce qu'ils sont en train de faire avec cet argent à titre particulier. Personne ne lève le petit doigt comme un allait dire le patriarche, mais vous verrez après, on va dire telle affaire. Bon, il faut aller à Kondengui. Et pourtant, c'est maintenant qu'on doit frapper du poing sur la table. Oui, patriarche, revenons à l'applicabilité même de cette mesure concernant la réouverture des vols commerciaux. On sait que le ministre des Transports a posé 2 conditions préalables. Notamment, il a suggéré que le passager n'ayant pas été testé au départ soit soumis à un test rapide au débarquement et une fois le résultat obtenu, que le passager soit mis en quarantaine aux frais de la compagnie aérienne. Il a par ailleurs ajouté que la présentation par les compagnies d'un plan de désinfection des avions et des bagages ainsi que de confinement des membres d'équipage était donc nécessaire. Alors, selon vous, patriarche, est-ce que ces mesures sont suffisamment efficaces? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on ait moins de risques à travers ces 2 mesures? Il y a une très grande marge entre la lecture de ce que tu viens de dire
et l'application ou l'applicabilité de ces conditions que le ministre des Transports a données. Mais très bonne initiative. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous dire une chose, parce que pour comprendre ce qui se passe en ce moment, nous sommes en fin de règne. Et vous voulez qu'on laisse à un petit de se mettre à table pour lui aussi avoir une cagnotte lui permettant qu'après le départ du président, il puisse jouer un rôle? Non. Ce qui se passe maintenant, c'est chacun qui essaye d'amasser le plus d'argent possible pour que le moment venu, il soit un homme dont la parole compte, parce qu'il a des moyens financiers. Et c'est ce qui pollue tout ce qui est fait aujourd'hui chez nous. Bon, les mesures, on les prend. Breton dit, c'est chaque ministre. Oui, mais je vous dis, c'est ça. On ne doit pas laisser un seul agrandir sa cagnotte, parce que le temps n'est pas très loin où les efforts personnels vont compter pour qu'on puisse se retrouver, je dis, sur la grande table de la République. Donc, moi, je dis ceci, il est important aujourd'hui qu'on arrête le vol, pour parler clair, qu'on arrête le vol, parce que demain, on prendra des gens parce qu'ils ont volé, on va les envoyer en prison, mais ça ne sert à rien du tout. On a vu, par exemple, lorsqu'on a exigé que M. Atanakuna rende l'argent d'une de ses affaires, il a fait 1 milliard, je ne sais pas combien, ça veut dire qu'il avait 1 milliard, plus d'1 milliard à côté. Bon, à quoi ça nous sert de mettre comme la bêtise on met le mari et la femme en prison pour faire quoi? Ça sert à quoi aujourd'hui? Ce qui intéresse les Camerounais, ce serait la récupération de cet argent. Et c'est la bagarre de la mendication de cet argent qui est en train de s'opérer. Ce qui fait que le désordre s'installe et le Covid-19 devient un simple alibi pour détourner de l'argent. Il est anormal. Lorsque vous observez ce qui se passe en France, nous prenons souvent l'exemple de ce pays, peut-être parce que il nous a colonisés, bien que le Cameroun n'a jamais été une véritable colonie française, mais nous prenons des exemples. Et regardez ce qui se passe là-bas. C'est le ministre de la Santé qui centralise tout avec un porte-parole. Je crois qu'il s'appelle Salomon, qui je n'aime pas prononcer les noms des égrégores étrangers à l'Afrique. Et ça se passe comme ça. C'est bien ordonné. Mais chez nous, non. Il a fallu que sur ce plateau, on a fait des endroits spéciaux pour recevoir les malades. Pourquoi ces endroits sont vides? C'est à ce moment qu'on a commencé à amener des gens au stade militaire et puis à leur cas, comme on dit. Mais, Madame Obama, nous devons dire une chose. Il y a une chose qui pollue la vie publique au Cameroun. C'est ce laisser-faire qui fait que chacun, à la tête de son département ministériel, fait ce qu'il entend pour se faire de l'argent. Et se faire de l'argent, je l'ai dit, je reviens dessus parce que c'est très important, garder une cagnotte qui va servir le moment venu. Le moment venu, c'est lorsque le président Biya ne sera plus là. Il va donc avoir la bagarre générale pour l'entrée à Etoudi. Et si on n'a pas, c'est comme ça qu'on raisonne de ce côté-là. Si on n'a pas de l'argent, on ne pourra rien faire. Le Covid-19, évidemment, devient un sujet second, alors qu'il devrait être le sujet principal. Le sujet principal aurait permis qu'on prenne des dispositions pour que ces Covid ne nous viennent plus de l'extérieur, qu'on identifie les foyers internes et qu'on travaille à partir de là. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe dans les pays qui se respectent. On identifie les foyers et le flux des personnes entre deux régions est surveillé parce qu'on sait que cette région peut amener
tel taux de contagion dans tel autre. Mais nous ne faisons pas ça. Vous avez des gens qui croient tout connaître, mais qui malheureusement se servent de ce que nous disons ici sur les plateaux de télévision pour faire des propositions. Et surtout lorsque ces propositions leur permettent de se faire du beurre. Donc, en un mot, notre lutte contre le Covid-19 souffre de la malhonnêteté de nos dirigeants. Et c'est pour cela que, Dieu merci, si le Cameroun n'était pas ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a des éléments qui ne sont pas pourris, pourquoi voulez-vous que, au lieu de donner un véritable coup de main à Monseigneur Cléda, à Yanini, à Péou, on fasse tout ce qu'on fait là pour recevoir de la chloroquine, alors que nous avons des remèdes qui soignent le Covid-19. C'est ceux-là qui doivent être l'objet de toutes les attentions, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que ceux-là, s'ils sont chouchoutés, risquent de rentrer dans le cadre de ceux qui attendent la lutte pour étudier. Voilà, pour conclure cette première thématique, nous allons prendre ce message. À l'allure que prend le Covid, nos morts sont enterrés hors de leur village et certains nuitamment ou comme des chiens. Pourquoi? Rien n'a été prouvé qu'un mort du Covid peut transmettre le virus. Alors, si tel est le cas, désinfectez donc les corps et remettez-nous nos morts. De grâce, ne vous faites pas de l'argent sur nos morts. Maintenant, au Cameroun, tout mort est covidé. Est-ce normal? C'est un message signé de l'imam Abdoul de Fumbot. La suite, c'est avec la deuxième thématique relative donc à la destruction des statues en Europe. Pour comprendre de ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Valeur Bertrand, nous l'avons dit, plusieurs statues donc liées à l'histoire de l'esclavage sont de plus en plus détruites de ce côté. Que comprendre? Non, mais je crois que si on parle d'une statue qui symbolise en fait la liberté dans le monde, vous avez la statue de la liberté qui est située à New York, qui en fait a son vrai nom, Liberty Enlightening the World, c'est-à-dire la liberté illuminant le monde. C'est le nom réel de cette statue qu'on appelle de manière courte la statue de la liberté. Elle n'a pas fait l'objet d'attaque. Je parle de cet angle-là pour que vous compreniez. Elle n'a pas fait l'objet d'attaque. Les grévistes ou les marcheurs ne sont pas allés vers elle, ont grimpé sur cette statue de 206 tonnes. De 206 tonnes de 92 mètres de hauteur qui a été offerte justement par la France et dont l'ingénieur était Eiffel en 1886 pour fêter les 100 ans de la liberté. Et elle n'a pas fait l'objet d'attaque. C'est pour dire que pourquoi les autres statues ont fait l'objet d'attaque? Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il y a statue, il y a statue. Et je voudrais peut-être qu'on rentre dans la symbolique d'une statue. La symbolique d'une statue, une statue peut à la fois référer à la gloire d'une communauté, à la gloire d'un peuple, comme aussi elle peut refléter tout simplement un simple symbole d'art. Parce qu'en fait, la statue est d'abord un objet d'art. Mais quand la statue devient une référence à la gloire d'un peuple, c'est là où beaucoup d'interprétations qui peuvent être subjectives, qui peuvent être problématiques, peuvent se greffer à la statue. C'est le cas par exemple de cette statue de Christophe Colomb qui a été déboulonnée. Je viens de prononcer le terme parce qu'en fait, déboulonné, c'est un terme qui a été justement, qui a vu le jour dans l'année 1871 en France, avec après la Grande Révolution, un peu avant et après la Grande Révolution, où il était justement question pour ceux qui étaient assez aigris du système de faire tomber les têtes des différentes statues qui représentaient des hommes qui avaient été à la tête de l'oppression
dans ces pays-là, notamment en France et quelques années plus tard et un peu aussi avant aux États-Unis. Donc déboulonner. Pourquoi déboulonner les statues? Donc les statues qu'on déboulonne, c'est celles justement qui sont le symbole d'une mauvaise gloire. Une gloire en fait qui blesse certains, une gloire qui fait le bonheur ou alors la fierté de d'autres. Et c'est le cas donc aux États-Unis et en France. Quand vous prenez la statue de Christophe Colomb, ce que les gens ne savent pas, l'histoire profonde montre que Christophe Colomb, il a éradiqué les Amérindiens. Quand on dit qu'il a découvert les États-Unis, c'est même pas lui qui a découvert les États-Unis, mais comme l'histoire est écrite par les vainqueurs, on nous dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis, alors que nous savons pertinemment que ce n'est pas ça. Mais le symbole de Christophe Colomb aux États-Unis, c'est justement celui qui a découvert non seulement les États-Unis, mais qui a bâti la fierté des États-Unis. Mais ce que les gens ignorent, c'est que c'est lui qui a éradiqué les Amérindiens, qui étaient en fait les premiers habitants de cette zone-là, par laquelle il a opéré un toucher du pied pour la première fois aux États-Unis. C'est pour cela que ceux qui veulent venger Floyd ont décidé d'aller vers cette statue. Pourquoi ils ne sont pas allés vers la statue de Lincoln, qui est justement à Lincoln Park? Parce qu'il faut aussi que l'on sache cela. Lincoln, il est assis sur son trône et les gens viennent le voir tous les jours, viennent lui rendre visite. Ils ne sont pas allés voir Lincoln et ont décidé de déboulonner Lincoln. Parce que Lincoln est certes une statue, un objet d'art, mais Lincoln reflète une gloire saine, celle de la justice, celle du rappel de l'égalité des races. Parce que c'est Lincoln qui, en 1864, a décidé d'abolir l'esclavage. Pourquoi ne sont-ils donc pas allés vers Lincoln? On est ici, on glorifie Victor Hugo. J'aime toujours m'amuser parce que c'est Victor Hugo qui disait aux Français Dieu vous donne l'Afrique, prenez-la. Parce qu'en fait, soumettez-la. Mais c'est ce Victor Hugo qu'on a foutu dans des livres que Césaire a encensé, Senghor a encensé. Nous l'avons lu partout. Ses poèmes, c'est tout ce qu'il a écrit. Et pourtant, c'était un gros raciste, un concepteur de la domination du nègre. Et nous fêtons Victor Hugo tous les jours dans nos cerveaux. Nous récitons ses phrases, les Voltaire, ainsi de suite. Vous avez même une école ici qui s'appelle Victor Hugo. Ouais. C'est ça qui est bizarre. Vous avez des ruelles ici. Lorsque Timévouna a voulu, l'ancien délégué du gouvernement a voulu procéder à l'adressage des rues, il y a des rues qui s'appellent Victor Hugo. Rue Victor Hugo. Vous pouvez vous imaginer. Donc nous-mêmes, nous nous sommes appropriés les chaînes de notre liberté. Nous nous sommes appropriés, nous avons mis en gloire ces gens-là qui nous ont maltraités, ces gens-là qui nous ont ramenés au rabais, ces gens-là qui nous ont fait vivre plus bas que sous terre. C'est ça la réalité africaine, c'est ça la réalité de la race noire. Donc nous avons décidé nous-mêmes de fêter notre infériorité. Nous avons décidé nous-mêmes de célébrer notre infériorité. Et c'est ça qui fait le malheur de tant d'années, de tant de siècles. C'est pour cela que George Floyd n'est plus seulement un être humain qu'on a assassiné, il est devenu un prétexte pour la race noire, un prétexte pour la race noire de faire reculer le colon, de faire reculer l'impérialisme, de faire reculer le racisme et l'injustice. Il est devenu donc un prétexte parce qu'en fait, il faut toujours utiliser les prétextes dans la vie. Quand quelqu'un veut vous faire du mal, il ne viendra pas forcément et commencera à le faire. Il attendra toujours un petit déclic pour pouvoir le saisir et le faire. Donc je crois que les Noirs utilisent justement ce prétexte-là à bon escient. Moi, je ne vais pas encourager ce qui se passe, même si je pense qu'on peut aussi peut-être admettre certaines statues, même si elles sont des glorioles pour les Blancs, mais elles nous font peut-être du mal à nous parce qu'elles nous rappellent un passé douloureux. On peut peut-être admettre des statues parce qu'à force de toujours les voir, elles peuvent aussi constituer un motif de honte pour ces anciens colons, pour ces anciens esclavagistes. Peut-être qu'à la longue, c'est eux-mêmes qui viendront peut-être les déboulonner. Mais je ne crois pas qu'ils le feront un jour. Je sors peut-être par là. Nous savons que nous avons un sacré déboulonneur aussi chez nous. Nous avons un sacré déboulonneur chez nous, Essama. Et nous savons ce qu'il a fait des statues à Douala. Et quand il se fâche et il va quelque part, on sait où il va généralement. Et puis il décapite la statue. Bon, il fait quelques 2 ou 3 jours en cellule et puis on le met en liberté. Mais c'est important que nous comprenions que il y a de meilleurs repères que ceux que nous-mêmes nous fabriquons. Est-ce que vous savez, par exemple, Madame Obama, que ces blancs, ils nous ont volé énormément. Ils nous ont volé notre âme
ils nous ont volé notre art, ils nous ont volé nos repères. Est-ce que vous savez que le trône du roi Njoya est actuellement dans le musée d'art de Chirac et est proposé en vente actuellement? Le 11e roi Bamoun. Le 11e roi Bamoun qui a inventé l'écriture. Son trône est dans le musée d'art du président Chirac. Et il est proposé à des millions d'euros. Vous pouvez vous imaginer cela? Est-ce que vous savez que l'œuvre d'art la plus chère au monde est un masque qui a été constitué par un Sénofou. C'est dans la région d'Abobo, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. C'est l'œuvre d'art la plus chère au monde. Mais tous ceux qui l'ont trouvé et qui l'ont remise ont été mis en prison. C'est ça l'Afrique d'aujourd'hui. Mais ces œuvres-là se retrouvent en France. J'ai lu une intervention du président Macron lorsque ces activistes du déboulonnement des statues ont commencé ces activités en France. Il a dit en fait que la République n'acceptera jamais qu'un nom ou alors un nom ou une statue soit effacée de son histoire. Je paraphrase comme cela. Pour dire quoi? Pour dire qu'on doit toujours garder certainement ces choses-là. Et pourtant, c'est eux qui ont décidé de nous rendre notre héritage culturel. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne nous le rendent pas. On se rend plutôt compte qu'ils ont écoulé nos œuvres d'art qu'ils ont volées lors de la colonisation et lors de l'esclavage dans les marchés noirs pour les faire ressortir dans les grands musées d'art et les vendre au prix d'or. C'est ça la grande réalité de l'homme blanc et de l'homme noir. Cette confrontation-là, cette jalousie politique, je l'appelle bien jalousie politique, la jalousie raciale qui fait que l'homme noir est combattu pour ne jamais rien devenir, pour rester toujours cet esclave que piétine, que domine et que traîne partout l'autre race. Oui, patriarche, à la suite de Valère Bertrand, comment à votre niveau vous expliquez, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène de destruction des statues? Avant de répondre à cette question, je voudrais partir du siège du 11e roi Bamoun. Parce que nous ne voyons aujourd'hui que la valeur marchande de ce siège. Mais au départ, quand on l'enlève, on vise un autre but parce que le siège symbolise le pouvoir. À partir du moment où on prend ce siège, ça veut dire que vous n'avez plus le pouvoir. On a pris votre pouvoir. Le symbole du pouvoir est parti. Aujourd'hui, on parle de prix. Et c'est comme cela que tout a été pris chez nous. Mais les gens qui savaient soigner, on leur disait non, Dieu n'aime pas ça, c'est la sorcellerie. Et nous sommes devenus des esclaves des pharmacies. Bon, maintenant, pour revenir aux statuts. Ces statuts posent divers problèmes. Lorsque on nous parlait de la communauté internationale, vous allez en France, on va vous parler de deux choses, soit de l'intégration, soit de l'assimilation. Or, les deux termes veulent dire de toute manière que vous abandonnez votre identité. Et lorsque vous abandonnez votre identité, vous devenez, comme j'ai l'habitude de le dire, un récipient vide dans lequel on peut mettre ce qu'on veut y mettre. Donc, la France, puisqu'il s'agit d'elle, un journal a intitulé sa une « Macron sur les pas de De Gaulle ». Pourquoi? Parce que Macron a dit qu'il n'est pas question de déboulonner quelque statut que ce soit. Parce que c'est l'histoire. Or, Macron se comporte un peu comme si l'histoire était statique. Il y a des gens, des faux savants qui vous disent on ne refait pas l'histoire, on refait l'histoire tous les jours. Parce que si on ne refaisait pas l'histoire, il n'y aurait pas d'avancée. Il y a un dynamisme qui se trouve en nous et qui, j'allais dire, commande la marche du monde. Aujourd'hui, on doit déboulonner les histoires, les statuts. On doit refaire l'histoire. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez en France, on vous parle de la laïcité. Et c'est quoi la laïcité? C'est que l'État est neutre et la société civile ne se mêle pas de la religion et les églises ne se mêlent pas du pouvoir civil. Mais ce qui est tout à fait faux. Tout cela pour nous imbéciliser. Vous allez en France, vous dites, moi je sors d'un pays où la polygamie est admise. On te dit ici, non, pas de ça. Alors,
c'est quoi votre laïcité? Vous voulez faire des rites qui sortent de la croyance de vos ancêtres panthéistes. On vous dit non, ça ne se fait pas ici. Vous êtes musulman, on vous dit voici le genre de l'islam dont nous avons besoin. Alors, à partir de ce moment, tout ce qui représente ces gens-là devient une sorte de domination. Et pour extraire de notre mentalité, des schèmes qui nous, comment je pourrais dire ça, qui nous imbécilisent, il est, pour moi, vraiment important qu'on déboulonne les statuts. Je prends un cas précis. Vous allez ici en ville, en face ou à côté de la trésorerie centrale. Vous avez la croix de Lorraine. Elle sert à quoi? Oh, la croix de Lorraine, quand tu parles croix de Lorraine, tu parles de De Gaulle. Si De Gaulle, et c'est vrai, De Gaulle a été un grand de la France, mais De Gaulle a été un criminel pour nous. Jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que le vandalisme des statues est la meilleure manière de se faire entendre? Non. Est-ce qu'on ne peut pas opter par le dialogue, patriarche? Le dialogue, le président français vous dit niet, pas de dialogue. Nous ne déboulonnons aucun statut. Et il vous renvoie à quoi? Il vous renvoie à quelle réaction? Il vous renvoie au vandalisme des statuts. Parce qu'il nous les impose. Il nous les impose parce que lorsque vous avez lu la bulle papale du pape Nicolas V, lorsque vous avez lu la charte de l'impérialisme, vous comprenez la nécessité absolue de nous débarrasser des signes qui nous disent ou qui veulent prouver notre infériorité. Donc, à partir de ce moment-là, je dis il faut casser tous les statuts, que ce soit la statue du pape ou du roi, il faut les enlever et de notre terre et de notre esprit. Parce que c'est de cette manière seulement que nous allons effectivement recouvrer notre liberté et notre fierté. Les statuts nous montrent pourquoi en France, déjà entre Français, on voudrait qu'on dégage la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Mais parce que Colbert est le rédacteur du Code noir de Louis XIV. Et lorsque vous avez lu le Code noir, vous comprenez quelle est la considération que les Blancs portent vis-à-vis du nègre. Et encore que, je l'ai dit, non, il faut refaire tout. Je dis les Blancs, voici la couleur blanche. Vous avez déjà vu un blanc? Voici la couleur blanche. Il n'existe pas de blanc, bon Dieu. Il n'existe pas de noir. Voici la couleur noire. Je suis comme ça. Je suis noir. On vous met des trucs dans la tête. Vous les gobez comme des simples animaux. Non. Il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui est l'indice ou alors ce qui voudrait prouver que nous sommes inférieurs à ce qu'on appelle les blancs. Le téléphone portable, celui-ci, est inventé par un noir. Mais personne ne vous le dit. Le téléphone portable est inventé par un noir. Mais on vous dit que les noirs sont inférieurs. Il y a des gens dans le siècle des Lumières qui écrivent qu'il est impossible que Dieu, qui est intelligent, qui connaît tout, puisse mettre un esprit dans un corps aussi noir. Et nous acceptons cela. Mais ce n'est pas possible. Nous devons, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui prouve que nous sommes des inférieurs, en tout cas qui tend à prouver que nous sommes des inférieurs à ceux qui se prétendent être blancs. Or, ces blancs descendent de nous. Cela est aujourd'hui scientifiquement prouvé. Et que c'est
le climat qui est à l'origine. C'est le climat qui est à l'origine et c'est le régime alimentaire qui est à l'origine de nos différences. Mais malheureusement, à cause de notre imbécilisation, vous avez des Noirs qui ne veulent plus être Noirs. Ils se décapent la peau. Et vous avez des Blancs qui n'acceptent plus leurs cheveux parce qu'ils veulent ressembler aux Blancs. On va jusqu'aux ongles. On met des faux ongles pour ressembler aux Blancs. Non, je dis, l'heure a sonné pour que tout ce qui a été fait soit refait et que nous sommes, comme on le dit souvent, à l'ère du verseau où tout va être exposé. Et cette exposition-là voudrait que chacun garde effectivement sa véritable place. Et la véritable place du Noir, c'est la véritable place de l'humanité. Au contraire de ceux qui fabriquent les bombes atomiques, qui fabriquent les missiles balistiques et qui vous parlent du paradis, et eux, ils ne craignent pas l'enfer, parce que la bombe, quand ça tue, Dieu est content. Il applaudit, je ne sais pas combien de mains il a de Dieu, des religions abrahamiques, mais de toute manière, c'est nous qui devons imposer notre identité. La laïcité, c'est de la gnognotte. Et nous devons le comprendre. Si on ne l'a pas compris, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, Valère Bertrand, vous partagez cet avis du patriarche. Faut-il se venger à travers les statuts? Non, on ne se venge pas. Pas une vengeance. Il n'a pas parlé de vengeance. C'est pas une vengeance. Il faut juste que l'histoire soit restaurée et que le respect soit dû aux Noirs, à la race noire. Vous savez, la Chine n'a pas ce genre de choses-là. Pourtant, la Chine a été dominée par la Grande-Bretagne. Eh bien oui, je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas en Chine les grands monuments, les grandes statues de tous les généraux anglais qui ont massacré des Chinois un peu partout en Chine, même dans les guerres les plus profondes, dans la lutte supposée contre la consommation de l'opium? Il n'y en a pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une statue du président Ahidjo en France? En France, ouais. Ahidjo. Bon, comme on n'aime même pas Ahidjo, disons qu'Ahidjo n'était pas docile. Pourquoi il n'y a pas une statue du président Bongo en France, lui qui a nourri tous les ministres de la France de l'argent du Gabon? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y a pas de statue? Prenons même ça, les Sadat. Les Sadat aussi, qui ont servi quand même les intérêts de la France à un certain moment avec tout ce que vous pouvez imaginer dans leurs différents pays. Il n'y a pas leur monument en France. Même en Israël, là, tout ce que les États-Unis ont fait pour Israël, en voulant leur donner d'abord l'Angola comme terre d'accueil, et puis ils ont préféré rentrer dans leur terre d'origine. Pourquoi à Jérusalem, il n'y a pas la statue du président Truman ou du président Hoover ou de tous les présidents qui ont concouru à cette affaire-là? S'il te plaît, la terre d'origine, là, c'est à partir de la déclaration Balfour. Ils ont inventé, les Israéliens, ils se sont imposés maintenant. On ne peut plus rien. Mais c'est à partir de la déclaration Balfour qu'ils décident d'amener les Juifs de ce côté-là. Mais est-ce que ce n'est pas un dialogue de sourds entre les politiques? Non, moi je voudrais juste pris ces quelques exemples pour qu'on comprenne un peu l'ineptie dans laquelle nous nous retrouvons. C'est-à-dire que si on comprenait que les États-Unis n'appartenaient qu'aux Blancs et qu'il n'y a que des Blancs qui marchent là-bas, il n'y aurait pas de problème. Oh, les États-Unis, c'est un pays cosmopolite. Il y a des jaunes, même s'ils ne sont pas jaunes. Il y a des rouges, même s'ils ne sont pas rouges. Il y a des noirs, même s'ils ne sont pas noirs. Il y a même des blancs, même s'ils ne sont pas blancs. Mais vous prenez des statues de gens qui ont maltraité une partie. Et mais vous avez vu, par exemple... Vous les nobilisez. Vous les nobilisez. Les adeptes du Ku Klux Klan auront peut-être aussi bientôt... Parce que si on aussi ériger bientôt les statues des adeptes du Ku Klux Klan et de toutes les compagnies secrètes racistes
que l'on retrouve par le monde. Donc il est important que l'on envoie un signe comme celui-là à ces gens-là pour qu'ils comprennent qu'au moins plus jamais Floyd, plus jamais George Floyd, parce que plus jamais un cas comme George Floyd, parce que si cela se répète encore, ce ne sera pas seulement les statuts, ce seront même des institutions qui feront l'objet d'attaques. Cela est très important pour la fierté d'une race. Mais je crois, pour terminer, que le monde est en train de muer, le monde est en train de muter. Chaque fois que vous voyez dans l'histoire des remous comme cela, sachez déjà qu'il y a un autre changement. Une mutation, absolument. Il y a une mutation qui s'apprête à arriver. Comme j'aime toujours aller dire pour le Cameroun, nous sommes dans une période déjà transitoire, c'est pour ça qu'il y a tellement de secousses. Dans le cadre même du monde, la polarisation des puissances est déjà en train de se dérégler et de trouver un nouvel axe de règlement qui va bientôt reprendre le monde à sa charge. Beaucoup peut-être refusent de le croire et le partenaire, j'aime toujours le rappeler, la première puissance mondiale n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Même si les États-Unis veulent toujours continuer à montrer qu'ils sont le grand gendarme du monde, le grand dominateur, mais c'est la Chine. Et après la Chine, la Russie est en train de prendre le pas. Donc il faut savoir que l'Afrique est tellement dominée parce qu'on sait que c'est en Afrique que se trouve la puissance, c'est en Afrique que se trouve la force, et donc il faut toujours la maintenir, moralement comme physiquement, dans un état de dominer, dans un état d'infériorité, afin qu'elle ne croie même pas en elle-même. Et parce que si elle venait à croire à elle-même, elle pourrait peut-être faire des merveilles. Donc un changement est en train de s'opérer. Vous savez, je sors par là, l'Afrique a dominé le monde par le passé, par des millénaires passés, par sa science, par son art et par tout ce que vous pouvez imaginer. C'est le retour parce que chaque continent a eu son tour de contrôle du monde. L'Afrique va bientôt contrôler le monde. Et cela sera véridique. Voilà, c'était donc là la dernière intervention de ce programme, un programme qui arrive pratiquement à sa fin. Nous allons remercier nos chers panélistes. Nous disons merci à toute l'équipe de production. Merci au président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mveng, pour la supervision générale de ce programme. Juste derrière nous, l'espace publicitaire et immédiatement après, le journal en langue anglaise, une présentation de Diane Nenkam. Excellent week-end à tous et à toutes.